Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Analyse, débat, expertise et vos rubriques habituelles. Le programme aujourd'hui, bien dans son job, l'application sur mesure, Spaces pour organiser le télétravail et le flex working. Le fondateur de l'entreprise, David, sera avec nous pour nous en parler. Smart et Réglo, l'actu du droit des entreprises. Eh bien, ça bouge beaucoup. On fera un point avec une avocate dans quelques instants parce qu'il y a des rapports, des études et on essaiera de faire un état des lieux de la situation du monde du travail versus le droit. La pause café avec Fanny Griesmer. Tiens, on va faire un peu de cinéma. Les salles se sont ouvertes, ont ouvert leurs portes avec des jauges évidemment très draconiennes. Et on va parler du lien entre le cinéma et le monde du travail. Et Dieu sait si les séries et si le cinéma s'inspirent du monde du travail, de la vie au bureau. On en parlera avec Fanny dans quelques instants. Le cercle RH aujourd'hui, c'est un grand entretien avec Alexandre Palczewski. Il est le fondateur d'une entreprise. C'est une success story, Talentsoft. On fera le point avec lui évidemment sur sa vision du monde du travail, du recrutement et de l'intelligence artificielle. Il est l'auteur d'un livre justement qui fait le lien entre le cinéma et l'intelligence artificielle. Il est notre grand invité aujourd'hui. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, nous partirons à la rencontre d'un chef d'entreprise audacieux. Il a décidé d'embaucher tout simplement des détenus condamnés à de longues peines et il nous fera part de son expérience. Ça fonctionne et c'est peut-être une clé justement de réinsertion. On en parlera au moment d'ailleurs où l'Assemblée nationale vote en ce moment même justement une loi autour de ces questions des détenus. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, vous connaissez notre rubrique, on va parler, on va faire de la tech. Bah oui, la tech c'est important, le codage c'est important, on en a parlé ici sur ce plateau. On va parler d'une application sur mesure pour organiser le télétravail. Bah oui, c'est un petit peu dans l'actualité et le flex working. Julien Lescoulier, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le président et cofondateur parce que vous êtes deux, Julien et Arnaud. On est même trois. Vous êtes trois. On est 4 associés et 3 cofondateurs. 3 cofondateurs. Ça se passe à Marseille et à Toulouse. Oui. Vous avez démarré vos activités. David, c'est le nom de votre société ID. David ID. Tout à fait. Il faut le préciser. D'abord, juste un tout petit mot, parce qu'il faut que vous nous parliez évidemment de cette application. Mais votre histoire est complètement incroyable. Créer une entreprise comme vous l'avez fait, avec un diplôme qui est un DUT, puis après vous allez partir tout seul, voler de vos propres ailes, vous allez bourlinguer. Pourquoi ? Parce que vous aviez une passion, c'est le codage. La tech, le codage, globalement, tout à fait. Oui, oui, j'ai gravité dans la tech tout le temps, mais aussi dans la partie commerciale pendant des années. Et puis, il y a maintenant 7 ans, je me suis dit, mon hobby doit devenir mon métier. Et donc, je travaillais chez BlackBerry à l'époque. Et donc, j'ai profité d'un plan social pour tenter une reconversion. Et voilà, et je me suis lancé dans le développement avec Arnaud qui faisait du design. Et Diana nous a rejoint à la création en 2017 de David. Donc, David, c'est une histoire de passionnés. Vous êtes le technicien, le codeur, le développeur, et puis Arnaud, vous l'évoquez, va travailler sur l'ergonomie, sur l'endroit où on va placer le petit bouton. C'est ça. À l'origine, l'entreprise, c'est quoi ? Elle propose quoi ? Puis elle a évolué, évidemment, puisqu'on va parler de Spaces, mais c'est quoi au départ votre concept ? Alors, notre concept, c'est de créer des applications mobiles et web, toute forme d'innovation. On travaille avec beaucoup de startups, notamment dans le bassin marseillais, puisque c'est là où on a démarré. On travaille aussi avec des grands groupes, donc on réalise des outils genre des objets connectés et aussi des applications métiers pour les grands groupes, notamment Airbus qui travaille avec nous depuis maintenant plusieurs années. Donc Airbus, vous les rencontrez, on se met autour de la table et ils vous disent, nous on voudrait une application, on voudrait un outil. Plusieurs, oui, on a plusieurs pour Airbus, ouais. Et qu'est-ce qu'ils souhaitaient ? Qu'est-ce qu'ils attendaient de vous, par exemple, Airbus ? Qu'on facilite la vie des salariés d'Airbus avec des outils digitaux, qu'on les rende aussi plus agiles, qu'on travaille avec eux, qu'on co-conçoive avec eux les produits. Design sprint, design thinking, c'est des mots qu'on utilise tous les jours dans notre métier. Le design thinking, on en a parlé sur ce plateau. Spaces, qui est votre dernier né, qui est votre bébé. Ça nous fait penser un peu à Thomas Pesquet, qui est dans l'espace. Il y a un petit côté comme ça, un peu... on est dans l'espace. Gestion de l'espace, c'est ça que vous avez voulu... C'est la gestion de l'espace en entreprise. Il y a un jeu de mots quand même. Oui, un petit jeu de mots en ce moment. En gros, Spaces, c'est venu, je vais un peu regarder le contexte. Nous, David, on est donc une boîte qui fait du design, du code, mais avec beaucoup de designers et de développeurs, mais on est aussi... un institut de formation, c'est une de nos spécificités. On forme des techs pour nos clients.
Et donc, du coup, on est une société apprenante. Le full télétravail, ça a été un vrai choc. Clairement. Et donc, pendant le premier confinement, on s'est posé et puis on a réfléchi à, OK, comment on va organiser, changer les relations entre collaborateurs, la gestion des espaces et puis surtout intégrer dans notre culture le flex office, c'est-à-dire le télétravail et le présentiel dans l'entreprise. Le bureau délocalisé. C'est ça. Comme si, exactement. Exactement. Et donc, du coup, on sait qu'il n'y avait pas d'outil qui permettait de gérer ce côté présentiel et télétravail. En tout cas, pas un outil satisfaisant pour nous. Et c'est pour ça, comme on réalise des applications mobiles à longueur de temps, eh bien, on s'est décidé et on a créé notre propre outil qui s'appelle Spaces. Voilà. Pour être précis, Julien, Arnaud, Diana, puisqu'on avait oublié Diana, vous vous êtes un peu penché sur un sujet que vous ne connaissiez pas forcément, qui sont les RH et qui sont les modes d'organisation. Alors, Diana est RH, en fait. Donc, elle vous a apporté Elle nous a apporté de l'expertise métier là-dessus. Qu'est-ce que vous avez constaté d'abord Spaces va répondre à quoi? Parce que vous avez d'abord constaté des manques, des besoins. C'était quoi les besoins? Alors, les besoins, c'est de faire en sorte qu'on puisse à la fois télétravailler pour produire de façon intelligente avec tous les outils qui existent aujourd'hui, mais aussi permettre de revenir en entreprise, donc peu, mais juste ce qu'il faut pour avoir alors, du lien social, un mais peu de aussi nourriture, du collaboratif, en fait. Et puis, cette notion de mentorat qu'on a dans notre parcours, puisqu'il est inspiré du compagnonnage, on a créé des artisans développeurs, nous, pas des ingénieurs développeurs, des artisans développeurs, un peu comme moi. Mais c'est vrai, c'est votre histoire. C'est ça, et donc du coup, on a décidé que le bon outil, c'était un outil qui allait permettre justement ces interactions en présentiel, tout en maintenant ce contact avec les gens qui sont en distanciel. L'outil et le modèle économique, c'est quoi? L'outil, il propose quoi, votre Spaces? Alors l'outil est... On va sur la Lune avec, en plus? Non, mais c'est une solution digitale en 3 parties. Donc une première partie, c'est une application mobile donc pour les collaborateurs qui vont pouvoir organiser leur semaine manuellement, réserver des salles pour faire leurs réunions, etc. Et puis aussi, comme ça se veut collaboratif, on a tout le temps la vue sur, OK, tel jour, il y a telle personne qui est avec moi au bureau, par exemple, on va pouvoir faire une réunion ensemble. Je sais qu'elle est là, je peux la voir. Je sais qu'elle est là, je peux la voir. Et donc, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est un algorithme qui va être un smart planner, qui va organiser le planning 2 semaines à l'avance en fonction de tout un tas d'informations. Et donc, il va préconiser un planning 2 semaines à l'avance aux salariés, aux collaborateurs. Et enfin, un site web qui est à disposition du gestionnaire de site pour qu'il puisse optimiser les espaces, contrôler que justement il n'y a pas trop de personnes dans un espace. Là, c'est du contrôle, c'est la supervision. C'est du contrôle, exactement, c'est la supervision. On précise que ce sont les services RH qui rentrent les données, j'imagine, tout ça. Absolument. On est d'accord. Absolument, c'est ça. L'objet est brut, il est utilisable, mais il faut rentrer toutes ces données. L'algorithme ne vit pas sans données. C'est exactement ça. Le modèle économique, Julien, c'est quoi? C'est un abonnement? C'est comment on fait? C'est un abonnement à l'utilisateur inscrit sur un site. Donc, une entreprise crée des sites. Il y a des collaborateurs qui s'inscrivent du coup sur les sites et c'est 2 € par mois par collaborateur. Vous y croyez, vous, à la pérennité de tout cela? Parce que là, on évoquait une crise, qui est une crise historique, qui a été comme ça une rupture dans nos vies, mais j'ai quand même le sentiment qu'on est parti pour continuer comme ça, même lorsqu'on aura posé les masques et même lorsque la vie aura repris. Alors, il y a une stat qui existe, il y a 80% des salariés qui ont touché au télétravail qui veulent rester en partie en télétravail. En partie, on est d'accord. En full télétravail, c'est compliqué ça. Mais par contre, les gens veulent maintenir quand même ces modes de fonctionnement. Et puis l'entreprise a compris que c'était bien. Il y a des enjeux de mobilité derrière, évidemment, des enjeux écologiques. Le télétravail, c'est une vraie réponse à tout ça. Bon, des enjeux sanitaires en ce moment, mais peut-être que ça, on espère, ça va disparaître. Ça vient. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que l'organisation de l'entreprise moderne doit se réorganiser et donc il lui faut des outils. Donc ce sont des outils qui sont pérennes parce que l'entreprise a compris toute l'utilité, même lorsque les salariés auront le droit de revenir comme ils veulent au travail. Absolument. Et puis on optimise encore une fois l'espace. Et puis on peut du coup travailler avec des talents à distance. Ça leur permet de plus forcément habiter dans les centres-villes, mais peut-être un petit peu de s'éloigner, de venir que de temps en temps en présentiel quand il y a une nécessité. Donc il y a des tas de choses qui vont être redimensionnées dans l'entreprise et nous, on s'est positionné là-dessus. Bon, c'est intéressant d'être venu de parler de Spaces, cet outil qui manquait au RH. Vous êtes en développement. Alors le bébé existe, là, oui, vous le vendez. Bébé existe. Comment ça se passe, là, les premières réactions, les premiers retours clients? Alors on a eu de la chance. Bon, nous, on a été bêta-testeurs évidemment pendant plusieurs mois. Parce que vous êtes aussi une entreprise. On est aussi une entreprise, exact. On l'utilise tous les jours. Et puis on a eu la chance aussi de tester sur différentes tailles d'entreprises, parce que parmi nos clients de DVD, il y a des grands groupes, notamment NGE, qui est un grand groupe avec beaucoup de salariés. Et on a pu tester pendant plusieurs
plusieurs mois Et ça à faire fonctionne. évoluer le produit. Et ça marche, oui, ça Oui, c'est un marche. produit qu'on On le fait fait évoluer. évoluer tout le temps. Ouais. Bien sûr, parce qu'il y a sûrement des remarques clients qui vous disent mais attends, là, sur ce ça. point-là, j'ai pas pu. Et Oui, vous le faites test vivre. and learn est extrêmement au centre même de notre réalisation chez Dévidé tous les jours, et on le fait même pour notre produit, du coup. Dévidé, c'est aussi un centre de formation sous forme de compagnonnage, Exactement. d'accompagnement. C'est un mot important. C'est, je pense, le premier centre de formation dans le dev, sur le compagnonnage. On a le soutien de la région Sud et on est très fiers de ce qu'on est en train de faire. Ça a créé beaucoup d'emplois. C'est un beau projet. Merci d'être venu nous en parler. Merci Dévidé, Heidi, vous avez vu évidemment le synthé, comme on dit dans le métier. Heidi, David, Heidi, 30 salariés, Diana, Arnaud, Julien. Oui, Voilà, Johan, le 4e associé aussi, Ah, voilà, nous a rejoint après. il nous rajoute en plus un 4e. Et Johan, il fait quoi Johan, lui, avant de partir? Il est en support technique. Support technique. Voilà, Diana étant la RH, enfin celle qui connaît les ressources humaines. Merci Julien Lescoulier d'être venu, parce que vous êtes venu de loin, de Marseille. Oui, de loin, oui. Ça va, vous allez revenir, Oui, tout vous allez à fait. repartir tranquillement à Marseille. Pas si loin. On fait un point de droit, ça concerne évidemment les entreprises de la tech. On va faire un point, un focus sur l'actualité générale du droit des entreprises. Ça a énormément bougé, les avocats ont un peu de travail, évidemment. On en parle avec l'une d'entre elles. Smart et réglo. On va faire un point. Alors là, vous allez voir, c'est sérieux parce que ce sont des choses comme ça qui sont à bas bruit pour le grand public. Mais le droit bouge, le droit est vivant. Et les avocats sont en première ligne, évidemment, pour nous éclairer. Delphine Caramali, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en restructuring au cabinet Clifford Chance et cofondatrice du réseau Women in Restructuring. Je l'ai bien dit ? Parfaitement. C'est bien, hein, tout va bien jusque-là. Là, ça va se corser un tout petit peu, Delphine, parce que vous êtes venu nous parler aujourd'hui de tout ce qui avait bougé ou qui allait bouger, parce que quand on regarde tout ce qui a été fait, rapport Ricol, rapport Richelme, toutes sortes de travaux qui sont menés par des experts et qui vont faire bouger le droit. Le droit bouge en ce moment à cause de cette crise Covid ? Alors oui, le droit bouge, ou en tout cas va beaucoup bouger, disons. Plusieurs chantiers sont en gestation. Rappelons que ces derniers temps, le taux de faillite enregistré était historiquement bas. Du jamais vu. Du jamais vu. Plus bas taux de défaillance de ces 30 dernières années. Ce n'est pas un indicateur de bonne santé économique et de création de richesse, bien au contraire, puisque c'est un baromètre de mise sous cloche de nos entreprises qui ont bénéficié de tout un dispositif les mettant dans une situation de sous-perfusion, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue juridique, avec les aides d'État d'un côté et les dispositifs dérogatoires à telle enseigne que les dirigeants d'entreprise, quand bien même l'entreprise était en état de cessation des paiements et remplissait tous les critères du dépôt de bilan, n'étaient plus tenus ces derniers temps par la déclaration d'état de cessation des paiements, qui est le début du déclenchement de la procédure de faillite consécutive. Non, j'y reviendrai. Ce n'est pas le début de la fin, ça peut être le début d'un renouveau. D'un renouveau, très bien. Il y a de l'espoir dans ce que dit Delphine, tant mieux. Il y a 4,5 d'entreprises en France. On redoute entre 100 000 et 150 000 faillites de TPE sur les prochains mois. TPE. Donc, vu le nombre d'emplois concernés, la préoccupation est quand même légitime du côté des pouvoirs publics. Et en effet, il y a une mobilisation, que ce soit Matignon, Bercy, la Chancellerie, autour des dispositifs à mettre en place pour un accompagnement de sortie de crise, ce qu'on appelle la gestion de sortie de crise. Exact. Donc oui, il y a eu un rapport qui a été commandé par notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, auprès de M. Richelme, rapport rendu consacré au TPE, rapport rendu en février dernier. Mon ami René Ricol a rendu quant à lui son rapport au commissaire aux investissements, a rendu son rapport à Jean Castex sur la fluidité des relations entre d'une part les AGS et d'autre part les administrateurs judiciaires et les liquidateurs. Ça c'est une bombe hein, quand même. Hein. Excusez-moi, les administrateurs judiciaires, la manière dont avant Covid on gérait la cessation d'une activité avec des administrateurs qui parfois étaient pointés du doigt, parfois, pas toujours. Bon voilà, il met les pieds dans le plat. On va y revenir. Ensuite, il y a l'Assemblée nationale qui s'est également emparée du sujet, puisqu'il y a une commission parlementaire présidée par le député Romain Gros qui travaille pour être force de proposition avec différents praticiens. Je suis moi-même auditionnée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Voilà. Donc plusieurs initiatives ont été prises. J'en conviens, cette profusion peut donner lieu à confusion. Pour autant, en synthèse, trois textes. Ouais, voilà, en synthèse, 3 textes, dont 2 qui avaient été initiés. En tout cas, les chantiers préexistaient la crise du Covid et étaient indépendants de la crise du Covid. L'un, c'est sur la réforme du droit des sûretés.
Le second, c'est sur la directive, donc la directive d'insolvabilité, la directive européenne qui doit être transposée en droit français. Très sensible. Et le troisième texte, pour le coup, voilà, très d'actualité, c'est le projet de texte de gestion de sortie de crise, adopté par l'Assemblée nationale le 11 mai dernier, oui. amendé par le Sénat avant-hier, en tout cas dans la nuit de mardi à mercredi. Ça reviendra. Absolument, commission mixte paritaire oui. le 20 mai prochain, pour essayer de faire converger les parlementaires et arriver sur un texte qui fasse l'objet d'un consensus. La philosophie, c'est quoi sur ce dernier texte? Qu'est-ce que souhaite le législateur Alors, dans cette transition de sortie de crise? Par exemple, il y a un dispositif qui est en cours d'élaboration, qui est le redressement judiciaire simplifié, qui est une procédure, une nouvelle procédure qui existerait pour les petites entreprises de moins de 20 salariés, qui prévoirait un étalement du passif dans un calendrier selon des règles accélérées et simplifiées pour éviter d'enliser les tribunaux et faciliter le travail des dirigeants. Donc c'est la gestion de la dette, parce que cette question, elle est centrale. Absolument, un apurement du passif, un étalement de la dette qui pourra se faire sur 10 ans, d'ailleurs, comme c'est le cas déjà aujourd'hui. Sur le fond, parce que vous suivez ce dossier de près, je ne suis pas sûr que ce soit dans les 3 textes que vous avez cités, mais il y a quand même la gestion de je paye ou je ne paye pas ma dette. Je la transforme en capital ou il faut que je la règle. Les banques, la BPI, sont évidemment aujourd'hui, ont repoussé les échéances, mais il faudra payer. Est-ce que cette question-là, parce que la transition passe aussi par le fait que l'entreprise n'ait pas de surcoût ou de remboursement d'emprunt, comment ça se gère ça, sur le plan du droit? Parce que l'administrateur va dire vous avez un passif de 300 000 euros de PGE, il faut les rembourser. Ça rentre dans le bilan. Oui, alors la préoccupation du législateur, elle est multiple et elle est notamment s'assurer que la dette, en tout cas optimiser les chances que la dette soit remboursée, la dette auprès des banques au travers des PGE essentiellement, mais s'assurer également qu'il n'y ait pas trop de dégâts sur l'emploi et que la préservation de l'emploi reste au cœur du dispositif. Étant précisé que quand on dit faillite, on ne dit pas automatiquement chômage. Quand une entreprise est placée en redressement judiciaire par un tribunal, c'est que le tribunal a considéré que la société était en état de cessation des paiements, mais qu'elle avait par définition des perspectives de redressement, sinon le tribunal l'aurait placée en procédure de liquidation judiciaire. On lui donne une chance, pour le dire simplement. Il y a 2 manières de sortir du redressement judiciaire. Il y a le plan de continuation, qui est un plan d'apurement du passif, et puis il y a le plan de cession, c'est-à-dire une cession des actifs à la barre du tribunal de commerce, à l'issue d'un processus concurrentiel, sous l'égide des organes de la procédure. Le dirigeant travaille en étroite concertation, coordination avec l'administrateur judiciaire pour des perspectives de reprise. Juste avant de nous quitter, Delphine Karamali, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que c'est les perspectives à 6 mois, voire à 1 an, sur les 100 à 150 000 TPE, avec ces mesures proposées. Est-ce qu'on les sauve, ces entreprises, ou est-ce que vous dites, celles-ci, malheureusement, elles ne vont pas se relever? Alors, en France, il y a entre 150 000, en temps normal, entre 150 000 et 250 000 emplois, plutôt je dirais salariés concernés par les faillites de leur employeur. Sur ces emplois, on arrive à en sauver environ 66% en France, ce qui est le plus haut taux. Alors, on aimerait que le chiffre soit encore plus haut. C'est bien. Mais ce qui est bien, surtout comparé à nos voisins européens. Donc, s'il y a une telle mobilisation, que ce soit des pouvoirs publics, comme je le disais, que des praticiens du restructuring dont je fais partie, c'est précisément pour que ce chiffre ne baisse pas. À minima. Alors que, on le sait, malheureusement, la vague de faillite va tôt ou tard arriver. Vous reviendrez nous parler à travers un débat aussi, parce que je pense qu'il va falloir, dans les mois qui viennent, s'intéresser vraiment à cette période de transition. Elle est d'une sensibilité absolue pour voir comment le gouvernement va tout en retirant justement la seringue ou la prise, va accompagner les entreprises en difficulté, parce que ça, c'est un enjeu pour les avocats, évidemment. Merci Delphine Karamali d'être venue nous éclairer. Avocate en restructuring, vous nous l'avez dit, au cabinet Clifford Chance, et puis très engagée dans ce réseau Women in Restructuring, auditionnée à l'Assemblée nationale dans le cadre donc de la commission parlementaire. Mission d'information parlementaire. Absolument. Merci d'être venu sur notre plateau. On va faire une petite pause. Tiens, ça va nous faire beaucoup de bien. Je sais que vous regardez des films, forcément. Vous n'êtes peut-être pas allé au cinéma dès hier. Les salles ont réouvert leurs portes. Et Dieu sait si le cinéma, vous allez le voir avec Fanny Griesmer, et puis ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà très longtemps, le cinéma s'inspire du monde du travail. En usine, mais de plus en plus aussi la vie au bureau. On en parle avec Fanny. On va faire un petit peu les cahiers du cinéma versus RH. C'est la pause café.
Fanny, bah oui, j'ai mis la barre un petit peu haut. Oui. Les cahiers du cinéma RH Emploi, parce que c'est vrai que quand on aime le cinéma et qu'on le regarde et qu'on l'observe, le monde du travail est très souvent présent et sert souvent d'ailleurs d'intrigue, de lieu, d'espace de confrontation. Et même l'entreprise, qui est le théâtre de l'intrigue de nombreux films. L'univers professionnel, effectivement, qui inspire de nombreux scénaristes, de la comédie au drame. Le 7e art porte sur le monde du travail un certain regard, pas toujours très positif, même assez rarement, effectivement. Des miroirs plus ou moins fidèles ou carrément déformants. Les réalisateurs nous donnent à voir, nous spectateurs, un monde dans lequel finalement on est habituellement acteurs, et que nous soyons acteurs ou spectateurs, nous sommes souvent tout aussi critiques, autant que les réalisateurs eux-mêmes. En tout cas, j'espère, Arnaud, que vous ne serez pas critique avec la petite sélection de films que je vous ai concoctée, une sélection éclectique, made in Hollywood, l'occasion de voir aussi que le cinéma retranscrit les problématiques, les angoisses aussi liées au monde du travail de leur époque. Alors, made in Hollywood, il faut préciser qu'il y a aussi beaucoup de films français récents d'ailleurs, qui traitent du monde du travail, mais on le fera une autre fois. Je pense qu'on aurait pu passer l'heure à parler cinéma dans ce cas-là. Notamment avec ce film d'Olivier Gourmet. Les films belges également. Et les films belges. Et évidemment très ancré. Et Ken Loach, pas plus tard qu'hier sur Arte, avec ce demandeur d'emploi. Les temps modernes, c'est ça ? Eh oui. Charlie Chaplin. On commence. Sorti en 1936. Un chef-d'œuvre. Eh oui, chef-d'œuvre qui relate le parcours de l'un de ces hommes marginalisés par la pauvreté. La pauvreté qui a envahi les rues de l'Amérique, qui subit alors de plein fouet la Grande Dépression de 1929. Charlot, embauché comme ouvrier, visse des écrous sur une chaîne que le patron ne cesse de faire accélérer. Il finit littéralement avalé par la machine. Cette scène étonnante où l'on voit Charlot pris dans les rouages de cette machine. Finalement, à travers cette scène, Charlie Chaplin parle de la condition humaine à l'heure de la mécanisation du travail. Chaplin qui dénonce le travail à la chaîne effectué par des ouvriers constamment surveillés et plus largement de l'exploitation des masses laborieuses. En somme, la déshumanisation de l'homme moderne à l'heure du taylorisme. Alors, plus près de nous, mais toujours dans le monde ouvrier, parce qu'on parlera aussi du tertiaire, j'en suis sûr, c'est Working Girl, qui est aussi autre ambiance, autre époque. C'est 88. 88, effectivement, Working Girls. On y suit les aventures d'une jeune femme issue de la classe ouvrière qui a tout juste le diplôme qui lui permet de se frayer une toute petite place à Wall Street, tout en bas de l'échelle. Ça fait d'elle aussi la personne dont l'Amérique raffole. Cette Amérique où peut tout arriver, pour peu qu'on travaille dur. Très ambitieuse, elle n'a pas l'ambition ni l'intention de rester simple secrétaire, mais elle doit composer avec le mépris de ses collègues, leur avance aussi. Alors quand les opportunités d'évolution semblent se fermer, elle va forcer le passage et profiter de l'absence de sa supérieure. C'est une certaine vision du rêve américain, mais ce film met aussi et surtout en lumière la place des femmes dans le monde du travail. C'est nouveau, effectivement. Et effectivement, les discriminations dont elles peuvent être victimes, effectivement, on est à la fin des années 80. Ça finit plutôt bien, car l'héroïne, bien sûr, va réussir à s'imposer avec ses armes, son intelligence et son audace. Plus près de nous encore, c'est David Frankel, qui est un film assez génial, dans un autre univers. C'est avec le Diable, Meryl Streep, qui d'ailleurs a été récompensé avec Le Diable s'habille en Prada. C'était en 2006, tout le monde a vu ce film, je pense. Oui. Et là, c'est un univers incroyable, aussi du travail. Aussi, un film qui met cette fois-ci en scène une jeune diplômée à la recherche d'un premier emploi. Elle devient l'assistante de la rédactrice en chef d'un célèbre magazine de mode. Un poste a priori prestigieux, celui dont toutes les New-Yorkaises rêvent. Et pourtant, la jeune assistante va rapidement déchanter, car sa boss va lui faire vivre un véritable enfer. Le film est tiré d'un roman, celui de Lauren Weisberger. Étrange coïncidence ou pas, elle a été l'assistante d'une certaine Anna Wintour. Ah oui. Vous savez, la directrice britannique de l'édition américaine du magazine Vogue, la romancière, alors a toujours fait savoir que toute ressemblance était fortuite. Évidemment. Bon, difficile d'imaginer cependant qu'il n'y aurait pas ne serait-ce qu'un tout petit peu de réalité dans cette fiction comique, fiction qui tire vraiment à boulet rouge sur ces boss tyranniques avec lesquels personne n'aimerait travailler un jour. Le Nouveau Stagiaire, alors pas confondre avec des films français. J'adore ce film. Qui utilisent mais Le Nouveau Stagiaire
de Nancy Meyers en 2015. Robert pareil, De Niro. c'est le monde du travail versus petite chose, on est écrasé par le... Et non, et ça prouve aussi qu'il n'y a pas d'âge pour faire un stage. C'est un veuve septuagénaire qui s'aperçoit que finalement la retraite ne correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. C'est une confusion, en effet, c'est voilà. ça. C'est le stagiaire très vieux. Il y a un programme qui est mis en place au sein d'une entreprise qui permet à des seniors de venir occuper une place de stagiaire au sein d'une entreprise. Donc lui, il accepte un poste de stagiaire pour un site internet de mode créé et dirigé par une jeune trentenaire qui devient sa maître de stage. Sauf qu'à 70 ans... Choc des générations. Ah ouais, choc des génération digitale native, voilà, il a pas tous les codes. Il y a aussi l'open space, c'est une petite découverte pour lui. Mais petit à petit, les rôles s'inversent. Et le stagiaire va devenir plus qu'un bras droit, un modèle, un mentor. Plusieurs questions de société sont aussi abordées dans ce film, à commencer par la place des femmes dans le monde du travail, en particulier l'accession à des postes de dirigeants. Il met aussi en lumière l'insertion des seniors dans le monde professionnel, du choc des générations au mentorat, preuve que l'expérience est une compétence indéniable. Finalement, Hollywood dépeint de manière parfois grinçante l'entreprise, les rapports que nous y entretenons, ce que nous pouvons y vivre. Hollywood, où la figure du boss, colérique, autocratique, connaît assez peu d'exceptions. On voit ces producteurs, ces réalisateurs qui virent sur le champ des assistants. À l'écran, le monde du travail semble être un univers impitoyable. Beaucoup de stéréotypes dans ces films, peu de sens moral ni de scrupules. Mais on le sait bien, l'objectif de ces films, c'est avant tout de nous raconter une histoire, nous distraire. Ce ne sont pas du tout des documentaires. C'est vrai qu'on peut difficilement imaginer un film un jour avec une intrigue, des rebondissements qui nous fait passer du rire aux larmes. Un film qui se passe dans une entreprise bienveillante. Moi, j'ai du mal à l'imaginer. C'est vrai que la fiction, et encore que la fiction... Forcément, on caricature un petit peu. C'est peut-être le seul espace, la fiction, qui peut permettre de montrer la réalité, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais c'est là aussi la réalité. Miroir plus ou moins fidèle. Miroir plus ou moins fidèle et parfois divertissant, en effet. Aussi. Merci Fanny de nous avoir éclairé. On était parti aux États-Unis, mais vous nous referez une chronique sur les films français, parce que Dieu sait si les films français et anglais, britanniques et belges ont fourni aussi une matière à cette réflexion. Merci. On fait une courte pause, Fanny. C'est le Cercle RH, évidemment, dans quelques instants. C'est un grand entretien. On reçoit Alexandre Palchowski. Alors, c'est une success story. Il a cofondé Talentsoft. Il a réussi et puis il nous fait partager sa vision du recrutement, du management, de ce monde 4.0 avec la crise Covid qui s'est mêlée. Et ça a accéléré, évidemment, nos comportements, notre manière de regarder et d'aborder le recrutement et le travail d'une manière générale. On en parle. Il est notre invité. Le Cercle RH, un grand entretien avec Alexandre Palchowski. Merci d'être avec nous, Alexandre, d'avoir répondu à notre invitation. Cofondateur de Talentsoft, Success Story. On va en reparler avec vous parce que c'est toujours intéressant de voir comment on arrive à créer une entreprise qui cartonne, comment elle naît, comment elle se fabrique, comment elle se pense. J'imagine que vous l'avez d'abord pensé avant de la créer. Et puis, vous êtes un auteur assez prolifique, puisque là, en août 2020, vous avez sorti un livre qui vient faire écho d'ailleurs à la chronique de Fanny Griesmer sur le monde du travail et d'Hollywood, l'IA à travers les séries et les films. Donc, c'est un livre très documenté. Vous êtes un fan, vous êtes un cinéphile, et vous avez fait cette étude, l'IA et le cinéma. On va parler du recrutement, ça évolue, du management et du monde du travail. D'abord, Alexandre Palchowski, juste une question qui vous est personnelle et propre. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie entre le moment où vous avez eu ce doctorat d'intelligence artificielle et puis aujourd'hui où vous êtes conférencier, écrivain, auteur, vous êtes un homme qui a réussi. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Bonjour Arnaud. Bonjour. J'ai bien fait de venir avec cette introduction. Sympa. Ce qui a changé finalement, c'est que j'ai eu la chance, je crois, que les rencontres que j'espérais et que finalement on essaye de provoquer mais que l'on ne maîtrise pas, soient arrivées dans ma vie. Et j'ai beaucoup rêvé, j'ai beaucoup imaginé de choses et j'ai eu la chance que ces rencontres se produisent et je crois avoir su reconnaître les moments où il y avait un tournant, il y avait quelque chose et j'ai su m'engouffrer. Donc finalement, par rapport à il y a 20 ans, j'ai parcouru ce chemin qui n'était qu'un rêve à l'époque.
Un rêve pensé, j'évoquais Steve Jobs, on l'évoquait juste avant que la lumière s'allume, mais quand on voit l'histoire de Steve Jobs qui va en Inde, qui fait de la calligraphie pour dessiner sa pomme, il a créé avec plein de choses qu'il a faites qui n'avaient rien à voir avec l'informatique, il a fabriqué Apple. Est-ce que c'est un peu ça votre construction finalement, des choses attrapées, glanées, que vous avez intégrées et dont vous vous êtes nourri? En toute proportion gardée, bien sûr. C'est ce que Peter Drucker appelle des connexions. Lui, quand il citait, là aussi, je ne compare pas du tout, il citait Einstein, non, c'est pas le plus grand des physiciens, pas le plus grand des mathématiciens, mais en fait, il a allié les deux. Moi, en fait, j'ai fait beaucoup de musique, comme vous l'avez dit, je suis passionné de cinéma, je suis assez curieux, et je suis convaincu que pour alimenter un domaine, il ne faut pas rester dans ce domaine-là. Les Américains parlent de think out of the box. Finalement, il faut sortir des boîtes dans lesquelles on peut parfois être bien trop serré, et entre guillemets, l'inspiration, elle vient des voyages. Alors moi, c'était pas l'Inde, c'était le Népal, et avec mon association. Et puis se nourrir d'un ailleurs. Le cinéma, Fanny en parlait juste avant. Le cinéma parle de la société, parle des attentes des gens, les films qui échouent, les films qui réussissent, c'est le type de film. Donc moi, j'essaye de lire au travers de tout ce qui m'arrive. Ce qui peut nourrir justement mon chemin et ce qui parle des gens en fait. Sans filer la métaphore trop longtemps sur Steve Jobs, il y a un petit côté comme ça dans toute cette success story, quel que soit leur niveau, quelque chose d'un peu mystique quand même. Oui, parce que alors, avec mes associés, on parlait beaucoup de bonne étoile. Oui, exactement. En fait, il y a une forme d'échange, mystique, je sais pas, mais un peu intangible. D'alignement de planète. Voilà, d'abord, il faut s'aligner soi. Exactement. Et il faut, vous parliez des 20 ans du chemin, il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est que j'ai essayé de parcourir mon chemin et pas celui d'un autre. Ce qui veut dire... Ça, vous le répétez souvent. Hein. Oui, mais ce qui veut dire... Vivez votre propre vie. C'est ça, parce que sinon, les gens considèrent que c'est un risque. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2000, donc c'était pas aujourd'hui, pas les mêmes conditions, c'était pas vu pareil, y compris par mon environnement. Et par la société d'ailleurs. Voilà, en fait, quand on a un doctorat, normalement, on suit un chemin. Et on se lance pas comme ça dans l'entrepreneuriat à gagner à l'époque 1 000 € par mois, alors que j'étais bac plus 8. Mais donc vous aviez l'âme d'un entrepreneur quand même, l'idée de construire, j'avais fabriquer. Un but. Et ça aurait pu être, honnêtement, par la musique, ça pourrait être par le cinéma ou l'entrepreneuriat. Oui, vous cherchez des portes, en fait. Et les portes, justement, le côté mystique, c'est que vous ne savez pas laquelle va s'entrouvrir. Donc ce qu'il faut, c'est être très ouvert et pas vous dire, non mais moi je veux celle-là. Il faut être vraiment le plus ouvert possible et tout d'un coup, vous entendez un petit grincement, vous dites, tiens, c'est peut-être par là, j'avais pas prévu. Et ça, cette ouverture, ça caractérise peut-être beaucoup d'entrepreneurs, parce que je pense qu'effectivement, la vie a plus d'imagination. C'est Truffaut qui disait ça, que la vie a plus d'imagination que nous. C'est vrai. Et je l'ai vérifié moult fois. Quoi. Donc il faut aussi se laisser aller, se laisser traverser. Et c'est ça aussi la philosophie, votre philosophie. Mais ça, c'est difficile par contre, parce que vous parliez du début du chemin. La confiance s'acquiert un peu quand on a la chance que des choses se mettent en place. On a la chance de pouvoir les digérer, en prendre conscience. C'est comme un escalier qu'on bâtit. Et c'est vrai que se dire, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais comme on voyage, il y a des gens qui détestent les road trips et qui préfèrent les choses parce qu'ils n'aiment pas l'incertitude. Tout est bordé. Ils n'aiment pas l'imprévu. C'est vrai. Sûr que si vous n'aimez pas l'imprévu, à partir du moment où moi je ne me considère pas comme assez intelligent pour savoir exactement comment bâtir mon chemin. Donc vous laissez votre voyage se dérouler. Mais ça demande un peu de confiance, je crois, en soi. Et en fait, bizarrement, là aussi on revient un peu sur la mystique, une confiance dans la vie en se disant... les choses peuvent bien se passer, on peut avoir de la chance. Je suis positif. Oui. Ouais, parce que la peur d'un voyage non bordé, c'est qu'on se fasse voler la voiture, c'est qu'on ait un accident. Enfin, c'est 1000 choses qui vous empêchent de vivre, en fait. Et comme le dit mieux que moi Philippe Gabillet, si la chance, c'est en fait une compétence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous levez le matin, et désolé, même si les terrasses sont réouvertes, je ne veux pas faire café du commerce, mais quand vous vous levez le matin et vous dites... une belle journée qui démarre, je vais faire des belles choses, il y a quelque chose de sympa qui m'attend, j'en suis sûr. Vous avez les yeux ouverts vers ce quelque chose, comme un livre que vous livrez pour chercher quelque chose de précis. Si vous vous dites, oh merde, il fait pas beau, il pleut, oh, j'ai pas envie de me lever, je suis pas sûr que vous soyez ouvert aux mêmes opportunités. Mais ça aussi, c'est un vrai travail, parce qu'on choisit pas toujours d'être de mauvais poil. Donc une sorte de discipline de se dire, non. Si je veux justement qu'il m'arrive quelque chose de bien, il y a cette discipline. Provoque ta chance. Alors moi, je crois énormément à la discipline. C'est intéressant parce que excusez-moi de faire de la psychanalyse, c'est contradictoire avec l'idée de se laisser totalement aller et de laisser les choses venir, et en même temps, il faut une discipline. Moi, je suis pas né confiant. Je suis pas né justement avec 1000 opportunités qui pourraient se présenter. Donc, il y a une forme de discipline à quelque part se recadrer le matin quand les choses tournent pas comme on. Discipline comme on sur soi-même. Sur soi. En fait, déjà, c'est pas facile de se maîtriser soi, mais à minima, on peut essayer. Le reste, moi, je sais pas faire. Il faut, en tout cas, quand vous dites discipline, c'est un mot qui peut être interprété, c'est une exigence avec soi-même. Oui, vous avez raison, c'est peut-être plus proche.
Si tant est que, par exemple, quand on écrit des bouquins, croyez-moi, moi en plus, je suis un feignant contrarié. Donc, quand vous vous posez un week-end et que tout vous appelle dehors pour profiter parce que vous faites plus d'études, parce que ceci, cela, et que vous restez devant votre bureau, soit vous êtes maso, soit il y a cette discipline qui est de dire, oui, mais je sais que ce chemin-là, je vais m'en sortir grandi, et puis peut-être qu'il va être utile aux autres. Il y a une forme d'ascétisme, finalement. Un petit peu. Non, mais pour filer et pour terminer cette métaphore. C'est très tard pour un ascétisme, mais en tout cas... Vous êtes un homme vivant. Oui, et je pense, encore une fois, moi je suis pas assez intelligent pour ne pas travailler beaucoup, pour essayer quand même de construire ce qui compte pour moi. Alexandre Pachewski, il y a quelques interviews, des conférences que vous faites, où vous finalement, à travers tout ce qu'on vient de se raconter, qui n'était pas inutile, vous avez une vision assez large. Je voudrais vous montrer cette phrase. C'est ce que vous avez donné dans une interview dans un site RH. Je voudrais vous la montrer. C'est ce rapport à la jeunesse, parce que c'est une des questions qu'on traite. Vous dites, nous allons être dans un monde encore plus civilisé. Certains ne supporteront plus du tout de travailler juste pour gagner de l'argent et voudront impérativement trouver un sens à leur projet. Et puis il y a ceux, et c'est ce que vous dites, et là il y a évidemment une difficulté, qui avaient du mal à trouver un emploi avant Covid, implicitement, et qui vont évidemment continuer, excusez-moi de le dire abruptement, à galérer pour en trouver un. Est-ce que, vous dites, il y a la révolution numérique, la 4e révolution, plus le Covid qui a accéléré cette transformation, et on voit quand même dans ce que vous dites qu'il y en a qui vont rester sur le bord du chemin parce qu'ils avaient déjà décroché avant. Comment on fait là ? Justement, je pense qu'on parle beaucoup du retour au bureau. Et parfois, à tort, du retour au travail. En fait, je crois il n'y aura pas de retour. Un retour, ça voudrait dire que quelque chose nous attend. Je pense qu'il faut le construire. Et c'est tout à fait lié à la construction de nouvelles fondations de la société. Parce que, est-ce qu'on va vraiment pouvoir continuer avec, effectivement, c'était Chirac qui parlait de la fracture à l'époque, je ne vais pas le paraphraser, mais ça ne fait que s'accentuer. Et le Covid, je pense, va encore accentuer cette fracture. J'ai la chance, comme vous le disiez gentiment, d'être du bon côté. Je ne crois pas que je puisse vivre la suite de ma vie en me disant, pour moi, tout va bien. Moi, j'ai réussi, bon. Non, mais en fait, on ne peut pas être heureux tout seul. Donc, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, dans notre société, il va falloir regarder ceux qui sont de l'autre côté et aller les chercher avec les moyens du bord. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il peut aussi dans l'aide qu'on apporte aux autres. Mais on ne va pas dire, c'est con, vous n'avez pas eu de chance. Donc moi, je ne veux pas vivre dans cette société et les fondations, entre guillemets, à reposer, c'est de se dire, ça prend ce que ça prend, mais il faut aller un peu chercher tout le monde, comme dans tous ces films hollywoodiens, sans revenir sur ce que disait Flavie. Le rêve, quoi. La dimension même scénaristique du héros, c'est une forme de sacrifice en se disant, ok, moi je suis tiré d'affaire, mais il y a tout cela, il faut que j'y retourne. Et ça, c'est plus ou moins bien mis en scène. C'est exactement ça. On est à ce moment-là. C'est Rambo, c'est l'idée de Rambo, pour le dire en film très. J'y retourne, quoi. Oui, c'est ça. Je vais sauver le monde. On peut faire moins abrupt, mais je pense qu'en tout cas, je suis convaincu qu'on n'a vraiment pas le droit, pas le choix de faire autrement. Et là, le problème se pose aujourd'hui. Mais là c'est dedans. On est en ce moment. On avait une avocate il y a quelques instants qui nous disait il y a 100 000, 150 000 TPE qui peuvent se casser la figure. On est dans une drôle de période. J'ai le sentiment qu'on est, vous savez, comme un peu avant l'orage, où tout s'arrête, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. Et on ne sait pas ce qui va. C'est exactement ça. Vous avez ce sentiment-là ? Oui, parce qu'en plus, quand on regarde les médias, et en particulier les médias sociaux, sur Instagram, vous voyez quoi ? Toutes les réussites. Alors, quand quelqu'un réussit, vous n'allez voir que ça, il y a une forme de prisme complètement déformant, une illusion d'optique. Ce qui est pas mal aussi, d'ailleurs, de voir. Mais on a besoin d'inspirer. Merci, on ne se nourrit pas que de choses. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup. Quid de tous les autres. Donc, en fait, il est clair que si vous parlez d'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a des fonds dits d'impact qui vont soutenir des entreprises dont le but, alors ça revient à la loi Pacte, la RSE, va être de s'occuper des autres. Alors des autres, ça peut être justement de toutes les PME en difficulté maintenant. Ça peut être une mission. Et je vois pas mal de startups qui se créent autour de ça. Comment les identifier ? L'intelligence artificielle, on en parlait. On n'est pas obligé de piquer des jobs aux gens. On peut au contraire essayer de détecter bien en avance ceux qui vont être en difficulté, imaginer des solutions. Et là, on est en plein dans aller sur l'autre rive, aller chercher les gens, et ça devient l'objet même de l'entrepreneuriat. L'IA, vous l'évoquez, parce que vous l'évoquez dans votre livre, je l'ai cité en août 2020, l'intelligence artificielle, vous l'avez évoqué, vous avez fait un doctorat, Sciences Molles, à l'époque, vous étiez entouré de psychiatres, enfin de gens qui venaient des sciences humaines, et de fait...
on doit en avoir peur ou pas? Est-ce qu'on doit vraiment en avoir peur? Parce que l'IA, dans chaque conversation, dans les dîners en ville ou dans des dîners sérieux, les gens disent « Oh là là là, mais on est manipulé, on a nos données », on le voit encore récemment avec des polémiques autour des données de santé. Il y a une espèce d'inquiétude autour de cet instrument qu'on n'arrive pas à maîtriser ou à contrôler. D'abord, il y a une réponse très simple à ça. Vous regardez la science-fiction, ce ne sont que des Terminators, il n'y a quasiment pas de diapositives. Vous regardez les documentaires, c'est derrière nos écrans de fumée dont tout le monde parle aujourd'hui, tous les gens en tout cas qui ont Netflix. Et évidemment, ça montre une image négative. Mais comme c'est dit dans le documentaire, les outils se transforment en instruments. Aujourd'hui, le projet de société, et encore une fois, on ne va pas faire de politique, mais c'est un sujet politique. Quand même, c'est un projet éminemment politique. Bien sûr. Parce qu'on suit en fait la logique du capitalisme dans laquelle on est aujourd'hui, la logique consumériste. Donc c'est une IA qui vient vous transformer en super consommateur. Et comme c'est dit dans le documentaire d'ailleurs, si vous n'achetez pas de produit, c'est que le produit, c'est vous. Maintenant, c'est vrai. Je peux vous le dire, je lis des livres, je suis des gens qui parlent d'IA éminemment positive. On ne parle pas des IA qui, aujourd'hui, réparent les récifs coralliens en Nouvelle-Zélande, qui vont détecter des cas de cancer 5 ans avant que les docteurs les voient. Donc, en fait... La médecine prédictive, parce que c'est très important. Tout ce qui a trait au prédictif et qui va être centré non pas sur le citoyen consommateur, mais sur l'être humain qui va essayer de dessiner son chemin. Là, elle a du sens. Oui, mais aujourd'hui, on ne vous montre rien là-dessus. Ça veut dire que les gens ne sont pas inspirés et ne voient pas des possibles autour de ça. Donc, il sera temps de montrer une autre vision de l'IA qui est plus positive. Et là, encore une fois, moi, parfois, on me traite de bisounours. Non, c'est simplement des prismes. Comme on se te disait il y a 3 minutes, je préfère avoir un prisme qui regarde ce qui va m'inspirer et va me donner envie de réparer quelque chose que plutôt avoir envie de rester dans mon lit, quoi. Mais Alexandre Palchowski, il y a l'IA, il y a donc cette révolution industrielle, on est dedans, hein, elle n'arrive pas, on est en plein dedans, donc on mute. Il y a eu la crise Covid. Est-ce que, je le dis abruptement parce qu'on a beaucoup d'invités sur ce plateau qui parfois nous disent des choses contradictoires, est-ce que les Français, est-ce qu'on a encore envie de travailler? Est-ce que la société qui nous est proposée aujourd'hui, société du loisir, société Netflix, société du repos, est-ce que c'est une société qui a encore envie de travailler? Tout dépend du sens que vous donnez au mot travail. Oui, on en arrive là. Si c'est en bavé, je pense qu'il y a un ras-le-bol. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la télé, justement, et qu'on voit la situation dans laquelle on est plongé, particulièrement en ce moment, en bavé, pourquoi gagner de l'argent? Pourquoi, quand pendant plus d'1 an, on n'avait même plus de loisirs? En revanche, si travailler veut dire trouver un véhicule qui va nous permettre de mettre en avant ce qu'on a un peu à livrer à une personne, à une équipe, à la société, et qui nous correspondent. À ce moment-là, travailler, ça fait du bien, parce que ça s'appelle juste être soi. Mais alors, les conditions pour que cet être soi devienne possible, c'est pour ça que vous, dans votre émission, vous ne cessez de parler de réinvention du management, de ce que c'est qu'un dirigeant, de l'entreprise elle-même, et du sens. Et même de bienveillance. Donc en fait, on se fait taper sur les doigts quand on parle de bienveillance, parce que quand on dit attendez, ça va, c'est du bisounours. Non, je suis pas d'accord. D'ailleurs, on a 1000 défauts chez Talentsoft, mais une seule chose qui revient en permanence, au-delà de tout ce qu'on fait mal, c'est une entreprise qui est bienveillante. C'est possible, et la preuve, on peut quand même réussir avec cette bienveillance-là. Ça veut dire quoi dans la bouche de celui qui a fondé Talentsoft vous avez toujours un bureau? Comment ça se passe dans votre... toujours tous les trois. Vous êtes toujours tous les trois dans le même bureau. Ça veut dire quoi, tous les trois dans un même bureau, comme des amis, comme des associés, de dire on est bienveillant? Ça veut dire quoi? C'est comme des associés avec la chose qui prime le plus entre nous, c'est le respect. Puisque aucun de nous trois n'a jamais imaginé pouvoir faire sans les deux autres. Ça crée une sorte de ciment. Et la bienveillance, ça veut simplement dire que quand quelqu'un vient dans vos locaux, quand quelqu'un vient vous voir, quand un client même vient vous dire « je ne suis pas content », la bienveillance, c'est l'accueil en fait. C'est juste l'accueil de ce que la personne a à vous dire, l'écoute. Et là aussi, il ne s'agit pas de bisounours, ce sont des qualités qui sont sur la table, vous les prenez, vous les mobilisez ou pas. Et la bienveillance, en l'occurrence pour moi, ça veut simplement dire, c'est vrai que j'aime vraiment, j'aime bien les gens, quoi. Donc quand quelqu'un vient me voir, je suis curieux d'elle ou de lui, curieux de ce qu'elle a à me dire. Il y a une curiosité. La bienveillance est très empreinte de curiosité parce que la curiosité, c'est l'accueil. Je reviens vraiment sur cette notion d'accueil. Donc quand vous arrivez... être ouvert, donc comme vous le disiez tout à l'heure. On reste sur cette notion d'acceptation, d'ouverture, qui est d'ailleurs plutôt orientale qu'occidentale. Et en réalité, la bienveillance, c'est juste de se dire, écoute, je vais recevoir ce que tu as à me donner, je vais en faire le maximum, et sans non plus... Quand est-ce qu'on tombe dans la démagogie ou dans le côté bisounours? Quand on promet
des choses dont on sait au moment où on les dit qu'elles ne se peuvent pas. Donc dire à quelqu'un, et je peux vous assurer que vous pouvez licencier quelqu'un avec bienveillance, je l'ai fait, en lui expliquant pourquoi le chemin s'arrête là. Et encore une fois, je pense que vous, moi, on a connu des ruptures amoureuses. C'est pas obligé d'être une boucherie à chaque fois. On peut faire les choses avec le respect justement qui va à chaque individu, le respect de ce qu'on a vécu. Donc voilà, en fait, finalement, rien qui ne soit propre qu'au champ de l'entreprise. Avant de nous quitter, Alexandre Pachowski, qu'est-ce qui vous reste à faire encore là? C'est quoi les choses que vous vous êtes mis devant vous? Parce que vous évoquiez tout à l'heure toutes les portes qui allaient s'ouvrir, des petits bruits. Vous êtes attentif à quelle porte là en ce moment? Il y a tout devant moi, parce qu'en fait, en réalité, moi, depuis 20 ans dans ma vie professionnelle, j'ai essayé de me lever le matin en me disant que ça servait à quelque chose. Même quand il pleut. Même quand il pleut. Et surtout quand il pleut, parce que je pourrais peut-être aider à ma mesure les gens qui en bavent et qui n'ont pas trouvé ce chemin-là. Et quand on voit l'état de la société actuelle, il reste tout à faire. On parle de l'emploi, du développement durable, de l'éducation, de la santé. Donc, quelque énergie que je pourrais mobiliser pour aider à la manœuvre. Moi, je me vois juste comme une articulation au milieu d'un millier d'autres. Et j'espère que cette articulation, elle sera la plus utile possible pendant le plus longtemps possible. Des projets concrets, juste avant des choses comme ça que vous êtes en train de mettre vraiment en gestation, au-delà de des thématiques que vous évoquez? Oui, en fait, c'est beaucoup d'accompagnement. Il y a les Américains aiment bien le côté give back, d'accompagnement de tous ces entrepreneurs qui ont envie d'œuvrer dans les sujets que je viens de citer. Donc c'est pas business angel, c'est plus profond que ça? Non, parce que je mets jamais d'argent dans une entreprise que je ne peux pas aider. Je place pas de l'argent. J'ai envie d'aider des gens. C'est l'humain. Et à l'inverse, j'ai rien contre l'argent non plus. C'est pour ça que je pense que non, mais c'est vrai. Bien sûr. Le capitalisme, on peut inventer un capitalisme. D'ailleurs, Talentsoft a redistribué beaucoup à vraiment quasiment 200 personnes. Donc on peut inventer aussi un capitalisme où quand on réussit, on ne dit pas merci aux gens, c'était sympa et moi je prends l'argent, on peut partager aussi, quoi. Avant de nous quitter quand même, j'ai le sentiment, ce n'est qu'un sentiment, que l'entrepreneur, quand vous avez démarré en 2000, il y avait quand même le patron suceur de sang et qu'aujourd'hui l'entrepreneur... Il a une autre image, par la crise Covid, par le fait que l'entreprise prend des décisions, fait bouger le monde. C'est pas l'entrepreneur des années 2000. Non, vous n'avez pas eu cette... Mais parce que je pense que c'est pas le citoyen des années 2000 non plus. Les citoyens avaient de tout temps envie de faire des choses, mais dans les collectivités, les coopératives n'avaient pas toujours les moyens. C'est vrai que je pense sincèrement que la technologie a permis... justement, comme disait Seth Godin, la révolution des amateurs professionnels. Et les entrepreneurs sont quelque part des amateurs qui se professionnalisent et qui ont envie de saisir tous les outils à disposition pour faire quelque chose. Donc en fait, je crois que les gens avaient déjà cette intention-là, mais qu'aujourd'hui, comme en musique, on peut créer un disque de chez soi, on peut faire la promo de chez soi. Quelque part, c'est plus facile de mettre des gens ensemble dans ce qu'on appelle une entreprise pour créer une aventure. Et ces gens, aujourd'hui, j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à pouvoir se révéler. Bon, mais c'était un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez en fonction d'un emploi du temps un peu chargé, Alexandre Pachowski. Je voulais simplement bien préciser, Génération IA, votre éditeur, parce que j'aime bien citer les éditeurs. C'est EPA. EPA. Grande Maison Hachette. Voilà, Grande Maison Hachette. Et puis Unique avec un S. Et si la clé du monde de demain, c'était nous, c'est un livre qui date de 2018, mais qui avait fait parler de vous aussi. Vous êtes un homme prolifique. Merci Alexandre Pachowski. Restez avec nous, ces fenêtres sur l'emploi, ça va vous intéresser, vous qui vous intéressez aux humains. On va partir à la rencontre d'un chef d'entreprise dans l'électronique qui a décidé de faire travailler, de donner un emploi à des détenus en longue durée, des détenus en longue peine. Il va nous raconter cette histoire parce que ça fonctionne et ça redonne justement un peu de sens à la vie de ces détenus qui sont parfois 20 ou 30 ans en prison. On en parle avec lui, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on accueille Pierre Guillet. Bonjour Pierre Guillet, vous êtes un entrepreneur, on va en parler avec vous. Vous êtes l'un des membres éminents des EDC. Éminent, vous l'êtes? Éminent. Vous en êtes un membre? Je suis responsable de la région Île-de-France-Ouest. Les EDC, engagés dans cette structure. Et puis, vous allez nous raconter cette histoire assez incroyable parce que vous avez été, Le Monde nous a consacré d'ailleurs un article. On vote en ce moment à l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, est en train de travailler, en ce moment même peut-être d'ailleurs, sur comment on organise le travail au sein des prisons, des ateliers, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Vous avez fait un pari, un choix de donner du travail, un emploi
dans les ateliers, puisque vous aviez déjà des activités, je crois, à Poissy, si je ne m'abuse, de donner du travail à des détenus de longue durée. Racontez-moi, parce que, d'abord, le premier, vous l'appelez Jésus. C'est peut-être aussi parce que vous avez des convictions religieuses ancrées. Ça se passe pas très bien. Comment ça s'est passé et pourquoi vous avez choisi de donner une chance à ces hommes? Parce que maintenant, ils sont 2, voire plus. Oui, ils sont 2 aujourd'hui. En fait, c'est une histoire au départ qui m'est tombée dessus sans que je la sollicite particulièrement. J'ai rencontré un chef d'entreprise ami, voisin, à Poissy, qui avait entrepris cette démarche-là. Et quand il m'en a parlé, ça a tout de suite résonné en moi. Donc, j'ai demandé à aller voir son atelier. Il était déjà à Poissy lui-même. Et tout de suite, je me suis dit, il faut qu'on le fasse. Alors après, il a fallu, et ça prend du temps, expliquer les choses, convaincre les salariés. Vous avez une entreprise électronique qui accompagne dans les parkings, qui sont des dispositifs électroniques, c'est ça Oui, Ezion, c'est une entreprise technologique qui est basée à Achères, dans les Yvelines, en Suisse, à Fribourg, et à Montréal aussi, au Canada. Donc on est 35 personnes, et on a 2 activités. Une première qui concerne les parkings, simplifier le fonctionnement des parkings avec des solutions technologiques. Et une deuxième activité, c'est mettre en sécurité des installations qui fonctionnent avec du gaz. Et donc, c'est pour cette deuxième activité, pour celle-là, qu'on a décidé de confier en fait la fabrication de certains dispositifs au sein de la prison. Alors, ce qui est rigolo, c'est des dispositifs de sécurité. Donc, voilà, au sein de la prison, c'est pas mal. Quand j'en ai parlé avec Éric Dupond-Moretti, quand on a reçu un label, et quand il me l'a remis, je lui ai raconté ça l'a fait sourire. Mais c'était l'anecdote. Et puis après, il faut aller chercher ces détenus. ces personnes, il se passe quelque chose là. Enfin, il faut leur parler. Enfin, ils vont un patron. Le plus compliqué au départ, c'est d'abord de convaincre les salariés. Les salariés. Une fois que ça c'est fait, et il y en a assez peu au départ qui sont convaincus de l'intérêt, parce que la première question qui se pose, mais c'est pourquoi vous voulez embaucher des détenus alors qu'il y a des chômeurs. Et donc, ça, c'est vrai. C'est logique. Et donc, je leur ai expliqué que, tout simplement, on avait commencé à 9 personnes au départ, et puis on s'est développé. Donc, on a commencé par créer des emplois. Après, on a noué des liens avec des fournisseurs qui ont eux-mêmes des emplois, et on s'inscrit dans la durée avec eux. On a fidélisé ces partenariats. Après, on s'est intéressé à faire travailler, toujours en local, des ateliers de travail adaptés. Donc vous allez à chaque fois un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Jusqu'à la prison de Poissy. Poissy, c'est 2 km d'Achères. Donc on s'est dit, voilà, et pourquoi on ne s'intéresserait pas à ces gens dont tout le monde se fout finalement. Et dans les faits, parmi mes salariés, personne ne connaissait l'univers carcéral, y compris moi. C'est un univers Vous êtes déjà allé en prison, vous? Plusieurs fois, oui. Moi, j'y étais jamais allé. En visite, je précise. Oui, j'y étais jamais allé. Donc, et d'ailleurs, quand on y va la première fois, ça fait quelque chose. C'est un choc. Ça fait quelque chose. Les portes, les bruits, les sons. Et vous rencontrez cet homme. Alors, on procède à une annonce et il y en a 7. Donc, il y en a 7 qui écrivent une lettre et il n'y en a que 5 qui se présentent. C'est pas mal. Et en fait, des longues peines, faut préciser que ce n'est pas des maisons d'arrêt. Ce sont des gens qui sont condamnés à des lourdes peines, voilà, au moins 15 ans. Et il y en a un certain nombre, on ne l'imagine pas, mais qui sont condamnés à perpétuité, dont notre premier employé, Jésus. Et là, vous voyez des détenus... Jésus. Alors, vous voyez des détenus qui arrivent, ce sont plutôt des gros bras, des gars, des gens qui ont un vécu. La loi du plus fort, la prison, quoi. Et quand ils arrivent devant vous, ils sont comme ça, ils tremblent. Parce qu'en fait, ils ont leurs lettres, ils ont leurs petites lettres. Voilà, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Et la première mission que moi je me suis donnée, c'est de les rassurer. Non, attendez, voilà, on vient juste pour faire connaissance. Et ils voient un patron quand même pour eux, c'est un changement de vie. L'air de rien, c'est un choc terrible. Il y a un enjeu pour eux. Oui, en fait. Bien sûr. Et j'avais un collaborateur avec moi pour l'entretien et il m'avait dit, mais comment on fait pour recruter Je lui dis, vous savez, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas ce qu'ils ont comme qualification. C'est simple. Quand on aura celui qui a l'œil qui brille, quand on lui parle de ce qu'on fait, c'est celui-là qu'il faudra qu'on prenne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chacun notre liste et on la comparera à la sortie. Et on la superpose. Et on avait le même classement. Donc ce fameux Jésus. Donc Jésus, il s'appelle Jésus, c'est quelqu'un qui est originaire du nord de la France. Ça tombe bien, j'ai envie de dire. Oui, ça tombe bien. Il est appelé Jésus par tous ses co-détenus. Et quand je l'ai vu arriver la première fois devant moi, des cheveux longs, une barbe longue comme ça, un t-shirt dont je le vois toujours affublé
avec marqué « Je suis innocent ». Et il arrive devant moi, comme ça, il s'installe, et puis on commence à discuter. Je me rends compte qu'il est passionné de bricolage, de maquettes, qu'il est doué pour ses doigts. Il est maquettiste à l'origine, si j'ai... Exactement. Ceci dit, bon, ils n'ont jamais eu des passés professionnels très... C'est très haché. Ouais, voilà. Et là, dans un premier temps, si je me permets, parce que le temps file à toute allure, il vous demande de l'augmentation tout de suite. Il vous dit, moi, je vais être augmenté, ça ne va pas... qui est un demi-SMIC à peu près, hein. Enfin, au départ, c'est... Exactement. Alors, je lui dis, mais attendez, aujourd'hui, vous êtes là une fois de temps en temps. Vous n'êtes pas tout le temps, oui. Nous, aujourd'hui, on vous confie un produit complet qui va chez les clients directement après. Ce sont des boîtiers qu'ils fabriquent. Hein. Ils fabriquent des centrales de détection de fuite de gaz. On est d'accord, Pierre Guillet, que ça se passe bien dans les ateliers de la maison. Au sein de la maison centrale, on est d'accord. Hein. On fournit des composants, des circuits électroniques, des boîtiers. Et ils câblent chaque composant. Donc, il faut choisir le composant, le mettre dans le bon sens, se repérer par un modèle, l'intégrer, tester la centrale pour qu'elle fonctionne à la fin. Donc il y a un produit complet avec un cycle complet. Et c'est ça qui intéresse en fait. Ça occupe les mains, mais ça occupe aussi l'esprit parce qu'il faut réfléchir. Il faut cogiter. Et voilà. Ça, vous y tenez beaucoup. Hein. C'est pas un travail répétitif. Je dirais, on met des boulons, des colliers. Ça fait appel à l'intelligence du détenu. Exactement. Ça, c'est important pour vous. Très, très important. Et au final, il réclame l'augmentation et vous décryptez pour conclure que, en fait, cet homme, il a besoin que vous le mettiez en confiance. Exactement. Je lui dis, attendez, on va pas vous donner une augmentation tout de suite. Vous êtes en formation, vous avez encore plein de choses à apprendre, vos soudures sont pas correctes. Voilà, et ça a pris à peu près... Et vous le challengez, en fait. Complètement. Je lui dis, je vous donne aucun objectif de nombre, de volume, etc. Mais faites-le bien. Moi, ce que je veux, c'est que vous le fassiez bien, que vous progressiez chaque jour, et il n'y a que ça qui m'intéresse. Et alors ? Après, le reste, on verra. Et aujourd'hui, 2 ans après, l'arrivée du deuxième détenu, plus cette formation pendant 2 ans, fait qu'on a des résultats qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'ils travaillent en équipe. En qualité. Ils se contrôlent l'un l'autre. La qualité est arrivée à un très bon niveau. Les volumes ne sont pas énormes. Nous, on y passe encore beaucoup de temps, parce que voilà, toutes les semaines, il faut y aller. Et en fait, au départ, c'était la formation. Et puis maintenant... En fait, ce sont des gens qui veulent parler, qui veulent échanger, qui s'intéressent à ce qu'on fait. Ils se sont ouverts à vous aussi. Ils s'intéressent au monde de l'entreprise. Et voilà. Bon. Et les salariés, ils les considèrent comme des collègues, entre guillemets ? Au départ, premier entretien, on avait 4 personnes intéressées pour aller visiter la prison et éventuellement s'investir dans le projet. Là, on est en train de programmer une visite avec 25 collaborateurs. Donc le regard a changé. Et oui. En fait, ça embarque tout le monde, ça embarque l'entreprise. Et oui, les gens se sentent concernés et se disent que... Ce sont des humains. Il y a des hommes à l'intérieur. Exactement. Et des femmes aussi, d'ailleurs. Exactement. Oui, ça, c'est très important. Et personne ne m'a demandé ce qu'ils avaient fait. Je m'y suis moi-même jamais intéressé. Et j'avais préparé ma réponse. Si on me posait la question, c'est attendez, ils ont été jugés, on ne va pas les juger une deuxième fois. Nous, ce qu'on essaie de leur apporter, c'est un peu de sens à leur vie. Et un projet. Et une forme de dignité. Et une forme de dignité, exactement. Et ça a du sens pour moi, qui suis entrepreneur et dirigeant chrétien. Donc, voilà, j'y retrouve... Il a toujours son t-shirt, Jésus, depuis 2 ans. Il a toujours son t-shirt. Toujours, je suis innocent. Je pense qu'il en a plusieurs. Il en a plusieurs, rassurez-moi. Oui. Ouais. En tout cas, il touche un petit peu d'argent pour cantiner, parce que c'est la moitié d'un SMIC, et que c'est pas rien. Exactement. Pour pouvoir mettre un peu d'argent dans l'hypothèse que cet homme, un jour, peut-être, sorte de... Améliorer son ordinaire, mettre un peu d'argent de côté, l'envoyer à sa famille, et aussi désintéresser des parties civiles, parce que ce sont des gens qui ont des dettes financières parfois vis-à-vis d'autres personnes. Pierre Guillet, je serais resté encore un peu plus longtemps avec vous, malheureusement le temps file. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. On en fera peut-être un débat de cette initiative. Pierre Guillet, entrepreneur des EDC, membre des EDC, entrepreneur et dirigeant chrétien, faut-il le rappeler. C'est terminé, je suis très en retard. Merci Fanny Grismer, merci Pauline Gratel, merci Mani à la réalisation, merci Guillaume, ingénieur du son et qui faisait le son aujourd'hui, et merci évidemment à Margot pour l'accueil invité. Merci de votre fidélité, merci de nous regarder et de partager et de réagir. Je serai là demain, évidemment, en direct, comme chaque jour. C'était un plaisir. À demain, bye bye.